Bonjour à toutes et à tous, ravi à tous surtout, à toutes et à toutes, oui ça risque d'être compliqué, mais à toutes et à tous c'est quand même nettement mieux. Merci de votre fidélité puisque vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine dernière à la fois sur Télésud et sur numéro 23, mais également à tous celles et ceux, vous savez, qui commentent et réagissent sur deux supports. Le support qui s'intitule Facebook, c'est votre page, elle s'intitule Ça fait débat. Vous likez, puis vous commentez, vous réagissez en toute liberté d'expression, mais également sur Twitter, ça s'intitule @cfdébat. Vous savez, la mécanique n'a pas changé, c'est ce qui a secoué la semaine. Bien sûr, je fais référence à l'actualité. Allez, direction cette attaque terroriste. Le Burkina est-il menacé finalement? Au total, cela a provoqué 30 personnes qui ont péri dans ces attaques. Et puis surtout, un candidat à la présidentielle du Niger qui est impliqué. Il s'appelle Adal Roubeid. Il a été vu dans les images des caméras à l'hôtel en train d'échanger avec les terroristes avant les attaques. Oui. On va poser la question ici. Direction la Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, la cinglante riposte de Ouattara. Est-ce qu'il n'est pas en train de régler cette question par la voie diplomatique et puis qui prend parfois des dérives, évidemment, de tournoirs à règlement de compte? Enfin, Bénin, avec cette déclaration, Lionel Zinsou qui dit « l'Afrique doit appartenir aux Africains ». Eh bien oui, mais en même temps, tout le monde le sait. Et en même temps, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer son élection à la tête de ce pays? Et on recevra sur la dernière ligne droite, la dernière partie de cette émission, un ancien ministre délégué à la coopération sur la coopération précise économique franco-gabonaise et à la francophonie. Il s'agit là de l'ancien ministre français. Il s'appelle Monsieur Pierre-André Wilder. Il sera avec nous ici pour réagir aux propos tenus la semaine dernière par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Valls. Le dicton n'a absolument pas changé. Ça fait débat. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour commenter cette actualité, décrypter, l'analyser aussi, peut-être certainement allons-nous polémiquer sur des questions ou sur des sujets qui nous ont touchés. C'est le retour d'Hakim Elouli. Il est toujours adjoint au maire, Hakim Elouli, ou pas? Toujours. Oui, sur cette formidable ville où il fait bon vivre. Bien sûr, il fait très bon vivre dans la ville, mais d'ailleurs il fait bon vivre dans toutes les villes. Exemple d'ailleurs de métissage. Oui, on a plus de 27 voitures de nationalité. Ouais, c'est pas mal, pas mal. À vos côtés, Eros Sana, non, il est plutôt en face de vous. Adama Diomandé, qui est le président de l'ADDL. L'ADDL, ça veut dire l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Vous allez bien? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Avec plaisir, Eros Sana, journaliste photographe, mais également militant. Bonjour Eros. Bonjour Adil, bonjour à tout le monde, ça va très bien. Tout se passe bien? Ça se passe bien, malheureusement il y a des attentats partout un peu, en Turquie, au Burkina Faso, donc l'époque est un peu compliquée, mais en tout cas moi je vais bien. Du côté de l'Asie aussi également. Du côté de l'Asie, on a tendance à l'oublier. Au Pakistan il y a 3 jours. Pakistan, voilà, absolument. Et à vos côtés, c'est un peu notre grosse gueule ici. Non mais c'est vrai, non? De temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. Ibouba, journaliste spécialiste politique. Merci d'être avec nous. Et également aussi président de l'association de la diaspora. Voilà. Enfants de la patrie. Enfants de la patrie. Merci d'être avec nous. Allez messieurs, que des messieurs autour du plateau. Vous aussi qui nous regardez, je vous le rappelle, vous pouvez réagir et commenter cette actualité qui a marqué en tout cas notre semaine sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter c'est F-Débat. Allez, on commence tout de suite avec ce premier sujet, les attaques terroristes. Le Burkina menacé. Au total, 30 personnes ont péri. Ce que je vous propose tout de suite avant de revenir sur ce plateau, la commenter avec nos débatteurs, c'est d'observer ce sujet réalisé par Ahmed Parezo. Regardez. La colère parce que rien ne peut justifier qu'une personne se donne le droit d'aller abattre une autre personne. Bouraïma Ouedraogo est le frère d'une des nombreuses victimes de l'attentat du 15 janvier à Ouagadougou. Et il n'est pas le seul à être en colère. On est tous encore sous le choc et il est très difficile actuellement d'avoir une réponse exacte à ça. C'est difficile, vous comprenez? Toutes les familles des victimes sont presque dans cet état. Une cinquantaine d'entre elles a été reçue par le gouvernement burkinabé. Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui ne permettent pas d'abord que les corps soient rapatriés. On attend une décision de la procureure du Faso près du tribunal de Ouagadougou qui, en temps utile, va autoriser le rapatriement des corps, donc l'enlèvement par les chancelleries des pays qui ont été touchés par ce drame. Encore sous le choc, de nombreux parents de victimes préfèrent éviter les caméras, mais tous expriment la même forme d'incompréhension et de colère. Ils ne comprennent pas pourquoi les assaillants du restaurant Cappuccino ont lié leur destin funeste à ceux des leurs.
Rappelons-le, comme évidemment nous le rappelait Ahmed Parezo dans ce sujet de reportage. Au total, 30 personnes ont péri dans les attaques qui ont meurtri donc le Burkina Faso. Une première pour ce pays qui avait jusque-là, plutôt on peut le dire, été épargné par le terrorisme, contrairement à son pays voisin, le Mali. Alors messieurs, d'abord, première réaction, un petit tour de table avec cette question. Dernière information qu'on a eue, qui est tombée il y a quelques jours. Un candidat à la présidentielle du Niger qui est impliqué, il s'appelle Adal Roubeid. Il a été vu dans les images de des caméras donc à l'hôtel, en train d'échanger, clairement, on le voit bien dans les images, avec les terroristes avant les attaques. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un fait grave, gravissime? Eros Sana. Je ne connais pas ce candidat, je ne sais pas quelles sont ses positions, et je ne me prononcerai pas. Dans le sens où, lorsqu'il y a une prise d'otage, on peut discuter avec des preneurs d'otages sans pour autant être impliqué. S'il s'avère qu'après, on découvre qu'il est impliqué dans cette histoire, voilà. Parfois, on peut discuter avec des preneurs d'otages pour essayer de les convaincre de ne pas agir. Je ne sais pas si moi, je me trouvais dans cette situation, si je n'essaierais pas de convaincre les gens d'agir. Donc, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas quelles sont ses positions, et ce serait pour moi trop facile de lui jeter l'accusation de cette sorte en disant il collabore ou pas. D'autant plus que je finirai par ça. On sait d'où viennent les terroristes, on sait qu'est-ce qui les motive, et ils n'ont pas besoin d'avoir un candidat à la présidentielle au Niger comme complice pour mener à bien leur funeste projet. Donc vraiment, sur ce point-là, je ne saurais me prononcer sur le sort de Adal Roubeid. Vous concernant, je vous ai vu exaspérer un peu, Ibouba, pourquoi? Je ne comprends pas en fait exactement ce qui se passe, mais vous savez, ce qui brûle la langue de plus d'un aujourd'hui, c'est cette présence effectivement de cet individu qui n'est pas n'importe qui quand même. Vous savez très bien que le terroriste ne choisit pas, c'est soit il est dans les rangs des terroristes ou bien il n'est pas terroriste. De toute façon, si vous êtes devant les terroristes, vous allez vous faire abattre. S'il est là et il n'a pas été abattu et il est en train de communiquer avec les terroristes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il y a Anguille Roche, de toutes les façons, donc il ne peut pas s'en sortir. En même temps, Eros Sana, il dit également, oui, ça peut être une négociation ouverte pour essayer d'échapper au pire, par exemple, non? Une négociation ouverte, ça veut dire qu'il a une certaine délicatesse entre lui et les terroristes. C'est quoi le fond du problème? D'où vient cette relation, donc cette aisance relationnelle entre lui et les terroristes? Il est qui? Pour qui est cette aisance-là? Il est juste là, le fond du problème. Nous sommes là, aujourd'hui, nous sommes acculés par ce monde de mafia qui ne dit pas son nom. On le sait très bien qu'aujourd'hui, donc, c'est pas fortuit quand même que nous voyons cette relation qui est tout à fait disproportionnée entre donc, les différents groupes terroristes. Je veux dire AQMI, je veux parler de Boko Haram, je veux parler du FNLA. Donc, tous ces gens-là qui sont donc sous l'État, effectivement, donc, de cet État islamique-là. Et on sait très bien que, donc, voilà, c'est des multinationaux. Ils ont plus de 24 banques, ils sont plus de 10 millions dans le monde. Mais on sait tout cela. Donc, c'est pas fortuit. C'est une sorte de mafia qui est là, qui s'aplanit sur le monde, et il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Aklim Elouli, tiens. Moi, je crois qu'il faut lever la confusion. La question, c'est ce que disait Eros, c'est qu'on ne sait pas, est-ce que, effectivement, parce qu'il est là, on le condamne, ou est-ce que la présomption d'innocence fonctionne pour tout le monde de la même façon? Moi, je n'ai aucune affinité avec les terroristes, qu'on soit bien au clair. Mais je pose une chose. Ensuite, est-ce que sa présence voudrait dire est-ce qu'il est l'intermédiaire de d'autres personnes aussi? Parce que ça soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'effectivement, pour commettre des actes terroristes, il faut de la complicité? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des complicités à des hauts niveaux? Oui. Il faut quand même arrêter de mentir aux gens. Il faut effectivement... Et aujourd'hui, il y a des assises de combat. Ensuite, on dit il y a des gens qui sont... On dirait qu'il y a une espèce de nébuleuse. Il faut bien que, par exemple, moi, j'ai eu un débat avec quelqu'un qui m'expliquait que sur Daesh, etc., bon, on va prendre ceux-là, on pourrait prendre d'autres, mais qu'ils avaient du pétrole et que c'est avec ça qu'ils finançaient. Mais ce pétrole, ils le vendent bien à quelqu'un. Les jeunes des quartiers, ils n'ont pas d'argile dans leur cave. Donc, il y a bien des gens qui leur achètent et qui leur fournissent des armes aussi. Donc, à un moment donné, on peut tourner en rond chez Brésil. Donc, moi, j'ai cette personne. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas s'il parlementait ou pas. En tous les cas, effectivement, il faut que l'enquête dise ce qui se passe. Et ce que l'on peut, effectivement, aujourd'hui, ce dont on peut être sûr, pardon, messieurs, c'est, je pense qu'on peut être d'accord, c'est qu'effectivement, il y a des complicités. Il ne peut rien se passer sans complicité. Vous ne rentrez pas comme ça n'importe où. Et donc, c'est vrai qu'après, si aujourd'hui, on n'arrive pas à revoir les politiques internationales qui font qu'en créant des injustices, on favorise ce terreau, parce qu'eux ne sont pas là pour régler les problèmes d'injustice, les terroristes.
Ils sont là pour d'autres intérêts. Eux aussi, ils ont des intérêts, et parfois des intérêts qui deviennent des alliances objectives, sans s'en rendre compte. Et donc là, si effectivement, aujourd'hui, on doit revenir pour plus de justesse, pour combattre, pour éviter que ces gens-là n'entraînent des gens qui sont malheureusement un peu paumés dans ce délire, il faut que nous ayons une parole forte. Voilà. Mais en l'occurrence là, on ne peut pas en l'état juger, et on peut effectivement s'interroger sur quelles sont les complicités même des États, notamment pour justement, et quel est l'intérêt, quels sont les buts visés, quels sont les intérêts en jeu. Adama Diomandé. Oui, ce monsieur Adel Roubé doit être entendu. Adal, il s'appelle Adal. Adel Roubé doit être entendu parce que... Mais il est entendu en ce moment même oui, par les gendarmes. Je pense qu'il doit être cuisiné pour savoir quelle relation... Les autres ont été relâchés, c'était le seul d'ailleurs. Voilà, qui a été quelle retenu. relation il a eu avec ces tueurs. Et c'est pas normal, je suis d'avis de Ibouba. Maintenant, je saisis la balle au bon, je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de présenter mes condoléances aux familles endeuillées au Burkina Faso, qu'ils soient africains ou d'autres continents. C'est vraiment un drame pour notre continent. Il faut tout faire, les Africains doivent tout mettre en œuvre pour éradiquer, pour combattre ces tueurs. Parce qu'ils ne tuent pas au nom d'une religion, c'est des tueurs. C'est des tueurs qui sont actionnés par des mafieux qui veulent détruire notre continent. Donc, je pense que la sous-région doit tout mettre au-delà du continent. Et le Burkina seul ou le Mali ne peuvent pas se défendre. C'est des pays enclavés qui ont des frontières avec tout le monde. Justement. Maintenant, alors, comme vous voulez dire, justement, ces attaques, beaucoup disent qu'elles représentent une tentative de saper les efforts qui ont été justement jusqu'ici emportés par le peuple burkinabé. D'accord. Et en même temps, de l'autre côté, vous savez, le président burkinabé, lui, il a rappelé que la lutte contre le terrorisme doit être transversale et il a insisté sur la nécessité pour les pays africains à constituer un front uni. Mais oui, mais je veux bien un front uni. Mais messieurs, le front uni, il existe depuis des lustres. Il existe depuis très longtemps. Comment Je finis puisque avec vous l'abordez. cela. Oui. Moi, je pense je vous donne tous la parole. Les dirigeants, et surtout, je vais répondre à un dirigeant burkinabé qui est Salif Diallo, qui a fait un parallèle avec ce qui se passe et le mandat d'arrêt avec Soro Guillaume. Je trouve ça scandaleux en tant qu'Ivoirien. Je veux dire que où ils sont capables de diriger le Burkina Faso, lui, Salif Diallo, a été pendant 25 ans le maître à penser de Blaise Compaoré. On ne peut pas mettre dans la même balance une situation diplomatique et même si on a des réserves, je ne peux pas l'accepter en tant qu'Ivoirien. Et dire aussi que je suis de cœur avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, je suis Ouaga et je suis, comment dirais-je, burkinabé. Bon. Maintenant, il faudrait... il faut pas se voiler la face. Les questions que tout le monde se pose, s'il vous plaît. Seul le Burkina ne peut pas se défendre, seul le Mali ne peut pas se défendre. Il faudrait que l'Afrique de l'Ouest, vraiment, doit mettre l'effort militaire en commun pour éradiquer ces tueurs. Et c'est pour cela que ce monsieur doit être entendu. Ibouba, Eros Sana. Ibouba. Bon, moi, je crois que... Je veux vraiment qu'on réponse à ce front uni proposé par le président burkinabé. Et puis surtout, quelle riposte, quelle riposte, il n'y a pas à se faire une autre idée que celle d'unité. En quelque sorte, il va falloir qu'aujourd'hui, les pays de la CEDEAO puissent s'unir et puis se battre contre ce problème qui devient de plus en plus lancinant dans la zone. Et ce qu'il faudra noter exactement, donc il va falloir renforcer les services secrets dans cette zone-là. Il va falloir essayer de trouver de l'armement dans cette zone-là. Mais tout cela c'est pas fortuit. C'est un jeu de mafiosi, excusez-moi, qui sont là, qui sont en train d'imposer des trucs parce que nul ne savait que cela se passerait au Burkina Faso aujourd'hui. Mais ça interpelle plus d'un en Afrique aujourd'hui et ça brûle la langue de plus d'un en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça veut dire qu'il faudra une autre réorganisation des armées africaines. Ça veut dire sous la houlette de la CEDEAO, parce que c'est celle-là qui est là, en fait, qui essaie de nous unir, qui est la seule institution aujourd'hui qui peut faire quelque chose dans ce sens-là. Eros Sana, et ensuite Akli Melouli. Eros. On a là un double échec.
On a d'abord un échec de la politique française et européenne en Libye, qui a entraîné un cycle de terrorisme qui vient frapper maintenant le Burkina Faso, qui jusque-là était préservé de ce genre d'action. Rappelons que le service secret algérien, puisqu'on parle du service secret algérien, avait conseillé aux Français de ne pas agir de la sorte. L'Union européenne avait proposé aux Français, aux Anglais, aux Américains de ne pas bombarder et de ne pas attaquer la Libye de la sorte pour que des solutions soient trouvées, notamment au cas de Misrata, qui était le prétexte de sauver Misrata pour pouvoir attaquer la Libye. Rappelons que les armes qui sont aujourd'hui utilisées au Mali, au Niger et au Burkina Faso viennent en partie des réseaux libyens. Mais rappelons aussi une chose. Puisque vous faites référence à la France, est-ce que, rappelons- quelque part la tête aussi- contre l'hôtel Splendide, est-ce que c'est pas la France qui est visée? Certains le disent. Rappelons aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, la France a déployé dans toute la région ce qu'on appelle l'opération Barkhane, des forces prépositionnées au Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, et c'est l'échec de Barkhane. Barkhane démontre que le déploiement de forces incroyables ne suffisent pas à arrêter des gens qui Donc là, on vise la France. Et la France, la France est en partie visée, mais c'est toute la région qui est déstabilisée. Et là, on en vient sur le fait que l'AQMI et Al-Mourabitoun et Mokhtar Ben Mokhtar, qu'on appelle le chèque cigarette ou le chèque pétrole, parce que son business, il le fait en vendant des cigarettes au départ. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est déstabiliser toute la région. Donc si on veut repenser la chose, il faut d'abord se dire que l'armée ne peut pas suffire, que la seule réponse militaire ne peut pas suffire, parce qu'aujourd'hui, après 3 ans après le début de la guerre au Mali, ça ne suffit pas. 3 ans de présence. Les rafales ne suffisent pas, que les drones ne suffisent pas, parce que l'armée américaine est présente avec des drones, et que la question fondamentale, c'est où en est le développement des régions sahéliennes appauvries. Parce que ce qui compte sur le fond, c'est que les jeunes qui aujourd'hui se lancent dans AQMI, qui n'ont aucun autre espoir de réussite, qui sont happés là, par il est dans la géopolitique, ça y est, on l'a emmené, ça y est, il est parti. Il a raison, il faut les ramener, et l'un des moyens de les ramener, c'est pas seulement de bombarder les endroits, c'est aussi de développer ces régions qui sont sous-développées. Aklim Elouli, s'il vous plaît, et Adama Ce Diomandé. que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le terreau fertile pour entraîner des gens. Et comment on règle? Parce qu'on est dans la géopolitique, on est en plein dedans. Et il parlait effectivement du Mali, de la Libye, qu'on a déstabilisé. Et là où je suis pas d'accord avec vous, c'est pas à la CEDEAO de régler ça, c'est à l'Union africaine. Parce que je crois que si effectivement le Maghreb, on l'écarte souvent, et ça, pour arriver à ça, il faudrait... Non, j'ai pas dit que vous l'écartez, je vous donne... Moi, je vous donne... Personne n'écarte le Maghreb, c'est pas possible d'écarter le Maghreb. Non, mais attendez, je finis. Oui, d'accord. Non, mais je finis. Si vous voulez, si vous voulez, Allez-y. juste je finis. C'est Ibou. J'ai pas dit que vous l'écartiez. Vous avez parlé de CEDEAO, vous. Je dis qu'il faut que ce soit au-delà de la CEDEAO pour régler le problème. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez le niveau n'est pas le bon. Le niveau se saute au niveau de l'Afrique, de l'organisation africaine. Sauf que pour ça, il faudrait effectivement qu'on change le regard de l'Afrique à papa, parce que c'est là où on est en train d'avoir un grand changement. On est dans un grand bouleversement qui dépasse l'Afrique géopolitique internationale. Et ce grand bouleversement nous touche. Et donc la façon de faire de la politique en Afrique doit changer. Et donc nous devons être dans la coopération. C'est là où je rejoins ce que dit. Et nous devons... Elle n'est pas très nourrie, cette Non, mais attendez, coopération. Je ne serais pas d'accord avec vous. Non, mais attendez, on doit être dans la coopération. La coopération, c'est la solidarité, c'est-à-dire un développement partagé qui fasse que si nous on vit mieux, eux aussi vivent mieux. C'est plus la spoliation des richesses. Donc On en parlera tout à l'heure. On va en parler justement. C'est notre troisième sujet. Donc je finis. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, Aklim Elouli. Donc on voit bien aujourd'hui qu'effectivement les services secrets, et on l'a dit d'ailleurs pour le Nord Mali, l'Algérie n'a pas voulu régler ça avec d'autres. Je pense qu'il faut arrêter l'ingérence et il faut qu'ils se travaillent. Et là où a raison... Mais c'est fait exprès, cette ingérence. Et Bouba, allez-y. On va juste le laisser répondre, s'il vous plaît. Et ensuite, Adama Diomandé. Allez-y, juste rapidement. Non, mais c'est fait. On vous a un peu compris, Aklim Elouli. Je vous dis, tout de suite, je vous ai... Si Général de Gaulle m'a compris, je ne peux Non, pas dire mieux. si, je vous redonne la parole à Aklim Elouli. Allez-y. Je suis encore navré, mais en fait, moi je voudrais juste quand même attirer votre attention que c'est pourquoi je vous ai parlé de mafia. D'accord, ok, d'accord. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui s'impose à nous, c'est cet État mafieux. En fait, donc vous avez C'est ce que disait Rose. On est d'accord. Il le disait. Nous avons affaire, non pas des gens, même s'ils se revendiquent de quoi que ce soit, ils ne peuvent pas se revendiquer. Nous avons affaire à des nouvelles formes mafieuses. Avant, ils vendaient des cigarettes. Aujourd'hui, ils se servent de Dieu pour justifier leurs actes et essayer de s'enrichir. on est bien d'accord. La complicité de d'autres. C'est ce qu'il faut Mais lesquels? dénoncer. Alors, Adama Moi, je pense Diomandé. que nous ne devons pas trier l'aide qui viendra à l'Afrique pour éradiquer ces tueurs, et que ce soit de la France ou des États-Unis ou de l'Algérie. Je regrette la réserve de l'Algérie dans ces conflits, parce que l'Algérie s'est toujours démarquée de l'action commune des Africains pour combattre ces tueurs. Et je voudrais dire aussi
que Barkhane n'a pas été un échec. Non, je conteste. Laissez-moi finir. Vous voulez réagir, il n'y a pas de problème. Laissez-le aller au bout de son propos et on donne la parole à Eros Sana et à Tim Meludi. Et l'Algérie n'a pas voulu s'associer à l'opération française contre le Mali. Bon, est-ce que ça a été normal? C'est son droit, mais moi je pense que l'Algérie s'est démarquée de l'action française. L'action Barkhane. Sans Barkhane, le Mali serait ingouvernable aujourd'hui. C'est les terroristes qui seraient là. Donc, moi, je ne veux pas tout jeter à la poubelle. Je ne dis pas que tout ce que la France a fait est bon, mais ils ont sauvé le Mali et je pense aussi, sans l'aide de la France, l'Afrique de l'Ouest serait envahie déjà par les tueurs. Allez, je suis obligé d'avancer. Juste il faut quand même connaître son histoire. Le problème de l'Afrique aussi, il faut qu'elle connaisse son histoire. Oui, L'Algérie s'est libérée et elle ne fait, elle ne fait pas d'ingérence. Dans ce domaine. Ah non, mais c'est toi, tu décides de quel domaine ils doivent être. Si c'est toi qui décides, eux, ils ont le droit de décider de la politique internationale. Je dis qu'ils n'ont pas participé. Ils ne participeront pas parce qu'ils ne font pas d'ingérence, ils ne rentrent pas. Par contre, ils ont participé. Je finis. Excusez-moi. Ils ont participé. C'est eux qui ont réglé le problème du Nord-Mali. Parce que eux ont une vision pour régler les problèmes en Afrique, d'une vision politique. Par la diplomatie. Ce qu'ils ont fait au Nord-Mali, vous ne pouvez pas leur imposer à des gens, à un pays qui est souverain, de lui dire, vous allez, parce que vous voulez aller par les armes, il va aller par les armes. Je pense que si on parle de démocratie, c'est la solution politique, la voie diplomatique. Ce qu'ils ont fait avec le Nord-Mali, parce que sans l'intervention d'Algérie, on sera encore en pétrin Nord-Mali. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'on doit aller beaucoup plus loin, mais encore faut-il que les Occidentaux acceptent que les Africains aient une voix prépondérante, et non pas d'être des suiveurs. S'il vous plaît, demander à des Africains de suivre on a bien saisi. S'il vous plaît, messieurs, non. Il y en a un qui réclame la parole. Eros Sana. Je tiens à dire que je ne suis pas un défenseur du régime algérien, loin de là, que le régime algérien a des parts de responsabilité, loin de là. Mais les services secrets algériens, depuis des années, ont prévu ce qui allait se passer, ont prévenu les Français de ce qui allait se passer par rapport à la Libye, mais avant la Libye, quand ATT était président du Mali. Il y a au moins 10 ans, au moins. Lorsqu'on réglait les questions de prise d'otages et de terrorisme à coût de millions d'euros en mallette, que les Algériens disaient n'alimentez pas une filière mafieuse qui va vous revenir à la tronche. Et on ne les a pas entendus. Je tiens aussi à dire autre chose. Quand les Algériens ont dit tout ne se réglera pas par la force armée, parce qu'il faut négocier, trouver des moyens de négocier avec le MNLA, trouver des moyens de négocier avec d'autres forces. On ne les a pas entendus. Et aujourd'hui encore, lorsque les Algériens disent aux Français, ne pensez pas juste en rebombardant la Libye aujourd'hui, qui est entre les mains de l'État islamique, qui est différent de Les Algériens font des cadeaux aux tueurs. Je peux finir. Non, ils ne font pas des cadeaux aux tueurs. Au contraire. Voilà. Donc voilà. Je pense que 1500 km de frontières avec tout cela. S'il vous plaît, laissez finir Eros Sana, s'il vous plaît. Je n'ai coupé personne. Je tiens à dire que si on veut régler cette question, il faut que les Africains ensemble s'asseyent. Les Africains ensemble puissent se dire où on met notre argent, où on met notre armée, où on met notre éducation, où on met aujourd'hui... il faut trouver des nouvelles solutions. Aujourd'hui, ouvrir nos territoires, nos pays, à des bases militaires françaises ou américaines qui ne défendent qu'une seule chose, pas la démocratie, leur intérêt politique. Si la France est venue défendre le Mali, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas juste par gratuité, parce qu'ils défendaient la route géostratégique vers le Niger, l'uranium nigérien. Messieurs, on l'a compris, je pense, s'il vous plaît. Oui, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que vous l'avez exprimé. Vous l'avez exprimé, ici ça fait débat, le ton est très libre, il y a une liberté d'expression, d'ailleurs, qu'on ne peut pas me reprocher. Le débat continue, vous le savez, et vous êtes nombreux à le faire. Vous le savez, ceux qui sont derrière, devant leur lucarne, ils peuvent réagir en toute liberté aussi sur la page Facebook Ça fait débat. Vous pouvez commenter tout ce qui se dit ici, évidemment, en toute liberté d'expression, et puis sur Twitter, @CFDébat. Deuxième sujet, je suis obligé d'aller un peu vite, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste encore 2 autres sujets. La Côte d'Ivoire, avec le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et puis, de l'autre côté, le président Ouattara, qui lui, il riposte. Alors finalement, juste pour rappel, des écoutes téléphoniques mettant en cause le président de l'Assemblée nationale et laissant entendre son implication dans le putsch ont été divulgués sur les réseaux sociaux. Le Burkina Faso, d'accord ? Ce n'est pas d'ailleurs le premier mandat, messieurs, d'arrêt que la justice burkinabé transmet à la Côte d'Ivoire. C'est le énième. Fin décembre dernier,
Une même demande avait été transmise à Abidjan contre Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, on l'avait traité ici. Une demande, d'ailleurs, qui est restée lettre morte. Alors, qu'est-ce qu'il cherche au juste le Burkina Faso concernant Guillaume Soro? C'est pour cela que je trouve que les dirigeants actuels qui ont accompagné Blaise depuis la Haute Volta, tout le monde sait le rôle que Kaboré et Diallo ont joué auprès de Blaise dans la Haute Volta, devenu le Burkina Faso. Donc, ils ne vont pas donner de leçons à qui que ce soit. Nous, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 4 500 000 Burkinabés. Donc, accuser la Côte d'Ivoire de cette manière, envoyer un mandat d'arrêt sous prétexte qu'on a eu des écoutes. Aujourd'hui, Wikileaks peut fournir des appels de Salif Diallo. Tout le monde connaît Salif Diallo en Afrique quand il était la tête passante conseiller spécial. Conseiller spécial de Blaise Compaoré. Maintenant, il s'agit le président Alassane Ouattara. Qui a réagi d'ailleurs. Qui a réagi, il a démontré sur la fin d'un communiqué. Il a dit que cette question doit se régler par la voie diplomatique. Voilà, il est dans le dialogue avec le Burkina Faso parce que nous sommes deux peuples frères. Il ne doit pas y avoir... Donc, c'est la seule voie, la voie diplomatique. C'est la seule voie. Et le Burkina y a intérêt. Je fais un tour de table. Atli Melouli. On dire que la seule voie, c'est la voie diplomatique, ce que préconisait l'Algérie, au Mali et ailleurs. Mais on peut avoir des trucs... Ne relançons pas le débat, s'il vous plaît. Parce que c'est important que les gens comprennent ça. Et par contre, là, c'est vrai, là où il a raison. C'est que l'émission est vraiment, je veux dire, et je remercie beaucoup les téléspectateurs, elle est vraiment très, très regardée en Afrique francophone, mais également aussi en France. Donc faisons attention à comment on communique comment on communique. Ce que disait Rose tout à l'heure sur la géopolitique et sur la voie diplomatique, c'est important parce que j'ai l'impression aussi qu'on nous infantilise les Africains comme si on avait toujours besoin des autres pour régler nos problèmes. Et là, je parle de mes origines, tout ça. Donc il faut à un moment sortir de ça. Mais là, sur ce qu'il disait, ce qui est assez drôle, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'effectivement le Burkina Faso émet des mandats d'arrêt. Alors la voie diplomatique doit apporter une réponse diplomatique. Jusqu'à maintenant, on dit qu'on va explorer les voies diplomatiques, mais ils n'ont pas de réponse. Et sur Guillaume Soro, il y a effectivement de la controverse. Alors, autant tout à l'heure, vous disiez pour la personne du Niger, Adalrobe, qui a été mise et qu'on a failli condamner alors que je disais qu'il y a un truc, moi aussi, je demande qu'il y ait une enquête sur Guillaume Soro. Il faut qu'il y ait une enquête. Parce que nous avons été... Je finis, après vous répondrez. Je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête pour savoir si c'est fondé ou pas. Il ne faut pas dire... Non, mais on ne peut pas, d'un côté, accuser les gens et de l'autre côté, balayer les choses d'un revers de main. Je finis, permettez-moi. Parce que moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, on détient aujourd'hui au tribunal international quelqu'un qui s'appelle Laurent Gbagbo, sans procès, sans charge, et qu'il est maintenu démocratiquement, sans que personne s'en inquiète. Donc soit les gens commettent des actes et ils sont jugés, condamnés. Je ne vais pas vous laisser dire ça parce que... Non, vous ne me laisserez pas dire, je sais. Mais moi je le dis, et c'est mon temps de parole, vous répondrez après. Vous répondrez après. Et donc je pense que soit on a des charges, soit on a des charges... Laurent Gbagbo a été amené à La Haye par la communauté internationale. Mais par qui que ce soit, c'est pas le problème. Alors, je finis. ne dites pas des choses qui ne sont pas exactes. Il y a aujourd'hui, c'est exact. Personne, c'est pas le président Alassane que vous défendez le sujet. Non, mais moi je suis pas venu pour défendre. Restons sur Guillaume Soro et la voie diplomatique. C'est un autre sujet, Laurent Gbagbo. Je dis, j'explique. Il ne peut pas y avoir d'autres sujets. Je dis qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures et des méthodes différentes. Ça n'a rien à voir. Soit les gens sont... Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord que les enquêtes soient faites correctement. Moi je défends ni Ouattara, ni... Mohamed dit ceci. Moi, je suis là pour débattre et pour essayer d'expliquer à nos auditrices les tenants et aboutissants qui ne sont pas vraies. S'il vous plaît, Adama Diomandé. Comment vous savez si c'est vrai ou pas? C'est vous le juge. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Moi, je ne juge personne. Je dis juste que si effectivement il y a des écoutes, il y a des choses, il faut que la justice passe. Il faut que l'enquête soit faite. Il faut qu'on démontre. Moi, je suis pour que l'on condamne lourdement les gens qui ont commis ou qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux ou qui ont commis des problèmes de déontologie ou des problèmes juridiques. Et donc aujourd'hui, je demande à ce qu'effectivement, ils ont raison, le Burkina, ouvrons une enquête, puisque tout le monde soit transparent. Et moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir deux poids, deux mesures. Des gens sont condamnés d'avance, et d'autres ne sont jamais condamnés, malgré sans enquête. Donc, il faut que les choses soient faites. Non, s'il vous plaît, monsieur Diomandé, on ne va pas relancer le débat. Je vous redonnerai éventuellement la parole tout à l'heure, mais je suis obligé de faire un tour de table. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, restez avec nous. Vous pouvez commenter, évidemment, tout ça sur les réseaux sociaux. Sachez que tout à l'heure, en toute dernière ligne droite de notre émission, nous recevons l'ancien ministre donc français, monsieur Pierre-André
André Wilzer, qui est l'ancien ministre délégué à la coopération et la francophonie, mais plus précisément sur la coopération économique franco-gabonaise. Il vient ici. C'est pour ça qu'il faut rester avec nous. Il va réagir aux propos tenus par Valls la semaine dernière sur l'émission française, sur France 2 plus précisément, concernant le Gabon et l'élection présidentielle gabonaise. Ibouba. Moi, c'est triste ce que je vois, en fait. Ce décor-là, franchement, on n'a pas besoin de ce décor-là en Afrique. Ce décor de se charrier entre Burkinabé et Ivoiriens, je crois que... Ah, mais en même temps, il y a Akli Melouli, rappelle qu'effectivement... Non, je ne parle même pas d'Akli, ni de... Je parle pas... Moi, je parle même pas de personne, je ne parle pas d'Akli ni de Diomandé, moi, je parle de l'Afrique en tant que telle. C'est-à-dire que moi, je fustige effectivement ces façons de faire-là de la part des autorités burkinabées aujourd'hui à l'endroit des Ivoiriens, ou bien de la part des Ivoiriens à l'endroit des Burkinabés. Nous sommes des Africains, nous sommes très faibles en ce moment, il va falloir qu'on puisse s'unir et essayer de régler nos problèmes entre nous. Donc union pour tout le monde et on fait plus rien. Union pour tout le monde. Je vais finir maintenant pour le... Je vais finir. Pardon. Je vais finir. Justice pour tous. Si vous voulez. Je vais finir maintenant pour le cas. C'est pas rigolo. Je vais finir. Non, ce n'est pas vraiment Je vais finir. rigolo. Je vais juste finir pour le cas de Guillaume Soro et du président Ouattara. Mais si le président Ouattara n'avait pas fait cette sortie-là, mais il sera ridicule. Quand même, excusez-moi, monsieur, c'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il n'est pas aussi n'importe qui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à Guillaume Soro. C'est qu'il y a quelque chose à son immunité parlementaire qui le couvre, mais il faudra que vous l'acceptez. Maintenant, le fond du problème à se poser, c'est de savoir quand Guillaume Soro ne sera plus cacique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui deviendra le futur de Guillaume Soro? Ça, c'est un problème à se poser aujourd'hui. Mais tant qu'il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, je crois bien qu'il faut le respecter. Non, il faut le respecter. C'est pas l'impunité. Voix diplomatique. Quelques remarques, s'il vous plaît. Allez, Rostana, s'il vous plaît. Les liens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont très forts. Houphouët-Boigny a été élu pour la première fois député en France. Rappelons-le pour les Français qui ne le savent pas. Il était élu au Burkina Faso, ce qui était à l'époque au Burkina Faso. Les liens sont très forts. Absolument. Les deux peuples sont liés et leurs destins ne peuvent qu'aller ensemble, de pair. Mais d'un côté, prenons les choses du point de vue des Burkinabés. La Côte d'Ivoire, les dirigeants de Côte d'Ivoire ont déjà déstabilisé le Burkina Faso avant même cette séquence. Rappelons qu'à un moment, Houphouët n'était pas du tout ami avec Thomas Sankara déjà. Avec Thomas Sankara déjà. Rappelons qu'au moment où la guerre civile frappe la Côte d'Ivoire, une partie des forces et des armes passe par le Burkina Faso. Donc les deux pays ont l'un sur l'autre une influence parfois négative, parfois positive. Et là, on ne peut pas, je suis étonné, la justice burkinabé émet des mandats d'arrêt contre l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qui en ce moment est en Côte d'Ivoire. Et rappelons qu'en décembre dernier, une photo qui montrait Ouattara et Compaoré ensemble a un peu mis le feu aux poudres parce que Ouattara est le président d'un pays ami, d'un pays frère, le plus proche à côté. Et quand tout d'un coup, des écoutes tombent, et il semblerait que ce soit Guillaume Soro, qui, rappelons-le, était chef de la rébellion armée quelque temps avant, qui a donc des liens très forts avec des forces qui sont capables de déstabiliser toute une région, et que la justice burkinabé émet un mandat d'arrêt. C'est la première chose démocratique à faire. Nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas cracher nous-mêmes sur notre justice. Comme l'a rappelé très bien Akli, quand nous critiquons les Occidentaux qui viennent et qui prennent des présidents, qui mettent des mandats d'arrêt, qui les mettent au tribunal pénal international sans aucune preuve, je suis d'accord avec Ali dessus, nous ne pouvons pas, nous, Africains, cracher sur la justice africaine qui veut faire son travail. Et je finirai juste. Vraiment, je ne coupe personne, je veux juste qu'on ne me coupe pas. Si Guillaume Soro n'a rien à se reprocher, son avocat peut être mandaté à Ouaga, il va défendre son cas, je finis. Il démontrera par A plus B que Guillaume Soro n'a rien à voir dans l'histoire, et le cas va se taire. La justice doit faire son travail. Personne n'a contesté la voie juridique. Mais ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux. On ne lance pas le mandat d'arrêt sur les réseaux sociaux avant que les autorités ivoiriennes ne reçoivent ce mandat d'arrêt. Ce n'est pas un respect entre deux pays frères. Je dis que les autorités actuelles n'ont pas de leçons à donner à la Côte d'Ivoire concernant Blaise Compaoré, puisqu'ils ont été le collaborateur de Blaise Compaoré pendant 25 ans. Et je dis que la Côte d'Ivoire, le lien entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pour cela que nous sommes l'un et l'autre, nous ne pouvons pas nous séparer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment?
En ce qui concerne Blaise Compaoré, même dans notre coutume, on ne va pas livrer, aucun président ne livrera Blaise Compaoré au Burkina Faso. D'abord, il est marié à une Ivoirienne, même si l'ancien président, l'ex-président Gbagbo, s'il était au pouvoir, il n'allait pas livrer Blaise Compaoré. Maintenant, ce qu'il faut, si les Burkinabés voulaient arrêter Blaise Compaoré, hein, pourquoi ils l'ont ramené? Le président Alassane Ouattara a évité une catastrophe au Burkina. S'il n'avait pas accueilli Blaise Compaoré, ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, c'est la même chose qui allait se passer au Burkina Faso. Le débat continue, vous le savez, sur la page Facebook qui est la vôtre. Vous likez, vous partagez, et puis surtout vous commentez, et puis sur Twitter, @CF débat. Messieurs, dernier sujet. Au Bénin, direction le Bénin, là où se déroule même d'ailleurs en ce moment même une pleine campagne, parce qu'il se déroule une élection présidentielle. Et puis Lionel Zinsou, c'est pas un secret, il est candidat, et il fait cette déclaration, l'Afrique doit appartenir aux Africains. Alors c'est vrai que moi, ça peut faire débat, parce que l'Afrique n'appartient pas aux Africains, et c'est extrêmement préoccupant. Ce constat réaliste et dur, et c'est celui de l'économiste Lionel Zinsou, actuel Premier ministre, mais je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement, il y a plein qui dénoncent depuis une trentaine d'années la mainmise d'une Europe néocolonialiste sur le continent. Alors, c'est vrai qu'avec cette déclaration, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer son élection, sa candidature, et puis surtout l'élection présidentielle pour être à la tête de ce pays? Et puis en même temps, vous dites qu'il a raison. Oui, il a raison, mais en même temps, ce n'est pas une découverte. Et en même temps, est-ce qu'il n'est pas en train de rencontrer justement de l'autre côté des difficultés à mobiliser les foules, d'accord, malgré l'ampleur de ses moyens financiers qu'il a déployés, puisqu'il a fallu qu'il trouve une nouvelle forme stratégique pour lancer cette élection. Akli Meloudi. Moi, je ne sais pas si... Je ne veux pas, moi, supputer sur ce truc, mais s'il est candidat, il a plutôt intérêt à donner des signes au peuple. C'est normal, il est en campagne. Mais il y a un élément important, moi, qui me paraît préoccupant, c'est de dire que on dit bien sûr l'Afrique aux Africains. Moi, je fais attention parce que la France aux Français, etc., on a actuellement aujourd'hui une espèce de dérive de gens. Moi, je pense que l'Afrique, elle doit appartenir à ceux qui veulent la construire. Parce que c'est un Africain qui est de bonne foi, parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui servent d'autres intérêts. Alors, et lui, on lui ouvre un débat aussi sur sa binationalité. C'est intéressant puisque le débat est ouvert aussi ici. Je finis. Je pense qu'il est en train de démontrer qu'il sait faire un choix. Parce que qu'on soit binationaux ou pas, quand on s'engage à mettre en œuvre une politique pour les gens pour lesquels on s'est engagé. Il s'engage sur le Bénin, et sur le Bénin, il doit défendre les intérêts de son pays. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça montre que les gens peuvent se positionner par rapport à des valeurs et non pas par rapport à des billes ou des origines, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc moi, je dis là-dessus, bien sûr qu'il faut que l'Afrique, les gens prennent la main, qu'on arrête l'ingérence, que les politiques africains dignes de ce nom, pas ceux qui sont mis en place et qui sont le théâtre d'ombre d'autres puissances, etc. Je pense qu'il faut que ces gens-là puissent exprimer, conduire ce peuple. Les Africains ont besoin de retrouver la dignité. Ils ont besoin d'hommes et de femmes capables de les emmener sur ce chemin-là, mais capables aussi de travailler, de tendre la main à tous ceux, comme l'a fait avant quelqu'un comme Mandela, qui a été capable de tendre la main. Il a tendu la main parce qu'il a tendu la main sur des valeurs, sur une base, sur un nouveau contrat, sur le fait qu'il ne voulait pas que son pays se déchire, mais qu'il voulait construire son pays et qu'il voulait donner un avenir à ses enfants. C'est ça qu'il faut défendre, c'est ça le but du sujet. Et Bouba. Pour moi, cette phrase, même si elle est cosmétique, mais elle fait faner des fleurs dans les champs de mes aïeuls. J'aime bien cette phrase-là. Et cette phrase-là, moi, je voudrais la retrouver tous les jours dans les quotidiens des Africains. C'est ça, l'africanité, et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il va falloir être véridique. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, les Africains, on a besoin de cette unité, on a besoin de ces phrases-là, au moins qui peuvent, même si elles ne sont pas exactes, mais qui peuvent nourrir des consciences africaines. Et on a vraiment besoin de ça. Maintenant, je m'en fous de la personne de Zinsou. C'est pas qu'il soit maintenant, je sais pas, qu'il veut être président de la République du Bénin. Ça, c'est pas ce qui est important. Moi, ce que je salue, c'est l'idée, c'est la France en tant que telle. Et je voudrais bien sûr que cette phrase soit répandue dans toute l'Afrique. Allez, Erosana. Oui, deux choses. D'un côté, c'est une phrase qui est réelle. Rappelons qu'en ce moment, au Congo démocratique, des enfants sont en train de travailler pour retirer le cobalt dans des mines. Ils risquent leur vie pour que les voitures électriques en France puissent rouler. Rappelons qu'en ce moment, au Nigeria, les gens sont en train de mourir alors que Shell exploite le pétrole. Donc l'Afrique est dépouillée. Mais je reviens sur ce que disait Akli. Il a raison. Vous savez, Mobutu était 100% africain. Il a mené son pays à la perte. Être africain seulement ne suffit pas à vouloir faire le bien de l'Afrique. Il faut vouloir la construire. Rendre le pouvoir aux Africains et aux Africaines. Rappelons que le sort de l'Afrique dépend beaucoup des femmes parce que ce sont elles qui, j'en suis convaincu, vont changer les choses. Mais je ne pourrais pas finir sans envoyer une
pique à Lionel Zinsou. C'est quand même drôle que celui qui a été dans le système... Et regarde, hein, donc vous pouvez y aller. Oui, hein. c'est quand même drôle que peut-être qu'il va tomber sur l'émission à ce moment-là. Lui qui a été dans le système, c'est-à-dire qu'il a contribué à la France-Afrique, il a travaillé avec Fabius. C'est très drôle ce que vous dites, c'est pourquoi je vous interromps 30 secondes, parce qu'ils disent que l'erreur de M. Afrique, justement de l'Élysée, aura été de penser que M. Lionel Zinsou était plus français qu'africain et qu'il se prêtait justement au jeu de l'exploitation de l'Afrique pour rendre à la France ce qu'elle lui avait donné jusqu'ici. Et donc c'est un peu étrange mais c'était un peu ça. Qui se réveille simplement aujourd'hui. Parce que justement, on attend des enfants de l'Afrique des deux rives, ceux qui sont nés là-bas ou qui ont grandi ici, peu importe, que justement ils soient prêts à s'engager pour son indépendance totale. C'est ça le plus important. Adama Diomandé. Heureusement, on est sur le plateau, ça fait débat. Pour une fois encore, j'ai une divergence avec vous. Je dis que ceux qui veulent servir l'Afrique, qu'ils soient binationaux ou métis, servent l'Afrique. C'est ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on a dit. Et le fait qu'il met le doigt sur le mal africain, dire que l'Afrique n'appartient pas aux Africains, c'est parce qu'il a appris ça dans le système, parce qu'il le sait. Qui mieux que lui qui peut sortir cette Afrique-là de ce système qui étouffe notre continent. Moi, je pense qu'il est temps... attendez, une seconde. Soglo, qui est à la base du dénigrement, il a été haut fonctionnaire ici. Il a été président du Bénin. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas parce qu'on a passé notre vie ici qu'on ne peut pas servir l'Afrique. Et le père de Zinsou l'avait interdit d'aller se présenter parce qu'il savait ce qu'on allait lui reprocher. Il a laissé tout ça, il est venu. Ce monsieur, moi, je lui tire mon chapeau. Allez, messieurs, merci. Non, je suis obligé parce que dans quelques minutes, là, on va accueillir justement un invité pour réagir aux propos tenus par le Premier ministre français, Monsieur Valls. Je veux parler évidemment parce que le Gabon n'a pas apprécié du tout les propos du Premier ministre Manuel Valls. Et on va en parler justement avec l'ancien ministre, donc délégué à la coopération et à la francophonie. Il s'appelle Monsieur Pierre-André Wilzer et il est là justement pour réagir à ces propos tenus par le Premier ministre Manuel Valls. Merci à Hakim Elouli. Merci infiniment. Merci à Adama Diomandé. Merci beaucoup. Merci à vous, absolument. Surtout, plus que jamais. Merci à Erosana, merci à Ibouba. Et tout de suite, j'accueille mon invité, ici même dans Ça fait débat, Monsieur Pierre-André Wilzer. Et le débat continue sur votre page Facebook, Ça fait débat, et sur Twitter, @CFDébat. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, dernière ligne droite un peu exceptionnelle puisqu'il s'agira de réagir aux propos tenus par le Premier ministre français, Manuel Valls. Et pour en parler, M. Pierre-André Wilzer, qui est l'ancien ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur la coopération plus précisément économique franco-gabonaise. Grand merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi. Monsieur Wilzer, alors dites-moi, d'abord, ce que je vous propose, le Gabon n'a pas du tout apprécié les propos tenus par le Premier ministre, Manuel Valls, tenus samedi soir dans l'émission de Laurent Ruquier. Le pays a décidé de rappeler même son ambassadeur. Il devait venir ici, rappelons-le. Il est toujours retenu donc au Gabon. Ce que je vous propose, c'est de redécouvrir ou de découvrir, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé cette déclaration tenue par M. Valls. Regardez. Dans cette manifestation, celle du 11 janvier, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement ? Non, pas comme on l'entend. Monsieur Wilzer, dites-moi, est-ce qu'il s'agit là, on peut considérer que c'est une gaffe de Valls à l'égard du Gabon ? Je pense clairement, sans langue de bois. Oui, non, je pense qu'il y a un dérapage. Je suis surpris d'ailleurs que ça se produise aussi souvent. Parce que, si vous voulez, il ne faut pas cibler sur Manuel Valls, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'un certain nombre de responsables politiques, au plus haut niveau d'ailleurs, y compris le président de la République, M. Hollande, depuis le début de son mandat, à plusieurs reprises, a pointé du doigt un certain nombre de responsables politiques, de chefs d'État des pays africains. Je voudrais dire, franchement, je pense que ça n'est pas le rôle de la France de se poser en donneur de leçons en permanence et de juger si un tel ou un tel fait bien ou pas bien son métier, respecte ou pas exactement les normes qui sont les nôtres, etc. On est en face de pays qui sont en développement économique et social,
quelquefois dans des conditions difficiles, d'autres fois avec plus de facilité, et qui sont en train de construire leur régime politique. Par conséquent, il n'y a qu'à regarder notre propre histoire. Combien de siècles on a mis avant d'arriver à quelque chose qui n'est d'ailleurs pas parfait. Donc, M. Wilder, énorme gaffe de Valls. Je pense dérapage, regrettable. Ce n'est pas une catastrophe, ça a simplement obligé à quelque chose d'assez ridicule. C'est que 48 heures après, évidemment, il y a eu un communiqué officiel pour se réjouir des relations que nous avions avec le Gabon et son président démocratiquement élu. Le ministère des Affaires étrangères a apparemment rappelé que les relations amicales et confiantes qui existent entre les deux pays, et il a évoqué un malentendu. Le Gabon est pour la France un partenaire proche dans de nombreux domaines, a souligné le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, qui, je le rappelle, a été tenu lors d'un point presse. Dites-moi, alors c'est vrai que sur l'antenne de télévision nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Boubeya, qui lui a déclaré dimanche dernier, très tard, que Libreville demanderait des clarifications. Alors, ça a été fait, mais en même temps, il dit qu'il a été surpris et choqué. Vous pensez que c'est une posture du ministre gabonais il était obligé de tenir, de réagir aux propos tenus par Valls? C'était inévitable, je veux dire. Il y a une formule malheureuse qui a blessé manifestement le président Ali Bongo, on comprend pourquoi, qui est utilisée dans le débat politique au Gabon, puisqu'il y a une élection présidentielle bientôt, etc. Donc je pense qu'il faut éviter ces situations. Après, on a évidemment des répliques, puis après, tout le monde veut calmer le jeu, parce que, naturellement, on est devant des situations concrètes. Le Gabon et la France sont des partenaires, ils ont besoin l'un de l'autre, et il faut avoir des relations apaisées. Est-ce que c'est pas parce que Valls, est-ce que c'est pas une stratégie aussi de sa part? Parce qu'on est, vous l'avez rappelé, hein, M. Wilder, on est à 8 mois de l'élection présidentielle au Gabon. Et peut-être que ça a été une forme stratégique du Premier ministre, clairement, de lancer ce type de, vous dites, de dérapage. Je n'en suis pas sûr parce que je ne pense pas que Manuel Valls ait l'intention d'interférer dans les élections gabonaises ou togolaises ou béninoises, etc. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y ait de calcul. Je pense que c'est un petit dérapage, je crois. On aurait mieux fait de s'en passer, mais il ne faut pas non plus le gonfler. Simplement, je reviens sur ce que je disais qui me paraît important, c'est que je crois qu'on a intérêt, nous Français, ça vaut pour quelques autres pays dans le monde aussi, à ne pas en permanence se mêler des affaires des autres. L'Afrique est indépendante et autonome. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, l'Afrique est indépendante. Le Gabon n'est pas une dictature. On n'a aucune raison d'interférer dans ses affaires intérieures. Je crois que ce n'est pas l'intérêt ni de la France ni du Gabon. Le Gabon que vous connaissez très bien, M. Wilder, parce que vous avez été donc sur la coopération économique franco-gabonaise. Rappelons quand même que, vous m'arrêtez si je me trompe, 100 entreprises françaises implantées. Oui, même un peu plus. On dit en général 120 entreprises d'une certaine dimension. Et puis, il ne faut pas oublier tout un tissu de petites et moyennes entreprises, des PME, qu'on évalue à peu près à 200. Et puis, on a 12 000 Français qui vivent au Gabon. Par rapport à la population du Gabon, ce n'est pas tout à fait négligeable. Ils sont très actifs dans le monde économique. On est un fournisseur important du Gabon, le premier, en perdant d'ailleurs des parts de marché régulièrement au profit de la Chine, de la Turquie et quelques autres pays. On est un important importateur de produits gabonais. Mais enfin, tout ça mérite d'être protégé, développé, parce que l'intérêt des deux pays, c'est de développer leurs relations économiques. Et donc de ne pas laisser polluer tout ça avec des interprétations politiques inutiles. D'ailleurs, toutes ces sociétés françaises qui sont implantées au Gabon, rappelons-le, à la tête, la compagnie pétrolière Total. Alors, on peut parler aussi de l'armée française, qui représente aussi, qui dispose aussi d'une base à Libreville. L'armée française a un point d'appui et d'ailleurs la France est très heureuse de bénéficier de la coopération gabonaise. C'est une vieille tradition d'ailleurs du Gabon. C'était déjà le cas du temps du président Omar Bongo. C'est le cas également avec son successeur. On est en
parfaite coopération pour essayer d'apporter une aide au rétablissement de la paix, par exemple en Centrafrique ou dans d'autres pays en crise de la région, enfin de l'Afrique centrale. Donc je veux dire, c'est en plus un partenariat en termes de sécurité qui est important, qui est utile. Monsieur Witzer, dites-moi, est-ce qu'on peut considérer que le Gabon est un véritable partenaire, et la France aussi également, solide, proche, à la fois économique et politique? Oui, absolument. Oui, je crois que c'est dans la nature des choses. On a des relations anciennes. Je rappelle, personne n'en a beaucoup parlé en France, c'est malheureux d'ailleurs, mais il y a 3 ans, en 2013, on aurait pu célébrer un peu plus le centenaire de l'arrivée du docteur Schweitzer, qui a créé le premier centre de traitement des lépreux, etc. Bon, il y a des relations très anciennes et globalement très positives. Et bon, l'indépendance du Gabon maintenant date de 1960, ça fait 56 ans. C'est un pays qui a déjà une ancienneté dans la gestion de ses propres affaires. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on ait un respect mutuel, et que c'est comme ça qu'on construit les amitiés durables. Allez, je vous laisse le mot de la fin. On est vous l'avez dit tout à l'heure, à 8 mois de l'élection présidentielle au Gabon. Je ne sais pas, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez peut-être un sentiment, une réaction? Non, je n'ai pas de sentiment à exprimer en tout cas, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, et pour être cohérent avec ce que je vous disais, je ne pense pas que ce soit à des gens qui sont extérieurs, même si ce sont des gens qui connaissent bien et qui aiment bien le Gabon, de prendre des positions sur la vie intérieure de ce pays, qui est un pays souverain. Merci infiniment. Rappelons-le, Pierre-André Witzer, que vous êtes ancien ministre, donc délégué à la coopération et à la francophonie, plus précisément sur la coopération économique franco-gabonaise. Merci infiniment d'être venu ici, pour commenter évidemment cette actualité liée à la déclaration faite par le Premier ministre Manuel Valls. Le débat continue sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, @CFDébat. Merci à Valérie et toute son équipe technique d'avoir réalisé cette émission Ça fait débat, et d'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine sans faute. Ciao, ciao.